Cette journée, Olivier, elle est placée sous un thème très fort. C'est le thème oser. Alors quel bonheur de vous retrouver enfin en chair et en os, mais on l'a dit, Xavier l'a évoqué, il y a effectivement ce live, donc on salue tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qui nous suivent sur les réseaux. Olivier Colcombet, quel bonheur de vous retrouver, j'étais là il y a 2 ans déjà, j'apprends plein de choses grâce à vous, mais c'est évidemment pas moi l'essentiel, mais c'est vous qui êtes là et qui allez partager avec nous des moments forts. On le disait, une équipe, une cohésion très soudée et en plus un anniversaire fort. Tout ça sous une thématique extraordinaire qui est quand même le thème oser. Vous l'avez vu. Oser, ça veut dire quoi? Parce que, Olivier, quand on vous regarde, franchement, je ne suis pas sûre que vous n'ayez pas osé dans votre vie. Vous avez toujours osé, finalement. Qui n'a jamais osé, déjà? Voilà. Ah, chacun à son niveau. Voilà, mais notre quotidien, finalement, c'est bâtir. Moi, il y a un mot qui vous correspond, qui, j'espère, me correspond, c'est entreprendre. Parce que vous êtes des entrepreneurs et entreprendre, c'est oser déjà. Bien sûr. Ah, c'est oser la performance, c'est oser la croissance. Elle ne vient pas toute seule, il faut aller la chercher. C'est vrai qu'on est gâté dans ce milieu, dans ce métier. Travailler le projet de vie d'un Français, c'est quand même génial, Xavier vous l'a dit. Donc voilà, mais ce n'est pas foncer tête baissée, ne nous trompons pas. C'est réfléchir, appréhender son environnement, on en parlera beaucoup. Et donc, vous voyez, c'est oser. Moi, j'adore oser. Je crois que dans l'ADN du groupe, il y a l'audace, l'ADN de Petit Homme. Il faut de l'audace pour oser. Il faut aller de l'avant, il faut foncer. On n'a que des fonceurs. Il y a eu un choix de vie que vous avez pris, que nous avons pris ensemble. Et ça, c'est déjà oser. Sacré choix de vie, pardon, je le disais, parce que c'est vrai qu'entreprendre, ce n'est pas rien. C'est prendre effectivement des risques. C'est aller au-delà de toutes les peurs qu'on peut imaginer, de se retrouver seul, ou en tout cas accompagné, mais de ne pas être salarié, entre guillemets, d'être un véritable indépendant. Ce marché, il est fort. Il est marqué, il évolue. Je voudrais bien faire un petit point sur ce sujet. Oui, alors je le disais, on est quelque part gâté. Ce marché, c'est 3 années de suite, à plus d'1 million de transactions. Pour ceux qui n'étaient pas dans la profession, le dernier pic, il était à 830 000 transactions, c'est-à-dire 25% de moins. Donc ça, c'est déjà génial parce qu'on est sur un marché porteur. Alors il est porteur en volume, il est porteur aussi en évolution des prix. Si on prend une base 100 2015, on a 26% de progression des prix. Donc on cumule une belle augmentation en volume, une belle augmentation en prix. Et c'est aussi ce qui fait notre force, parce que sur le plan du cœur, il a beaucoup de poids chez les Français. On va beaucoup en parler. Et donc, je ne veux pas dire qu'on surfe, parce qu'il faut travailler. Vous le savez, c'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de services, beaucoup d'accompagnement. Xavier soulignait l'empathie, effectivement. Voilà, mais on a la chance d'avoir une belle progression ces 10 dernières années et on en profite. Et il faut aller chercher ces parts de marché. Elles ne tombent pas du ciel. C'est une bataille quotidienne. Les performances d'Optimum l'année dernière, en 2021, elles sont Alors, Optimum va faire, je pense, sur l'année 21, 12% de croissance. C'est bien. On avait 15 au plan, donc on peut faire mieux. Et puis là, on est là pour faire toujours mieux. Oui, alors moi, je ne cherche pas les excuses. Le Covid, il est là, le marché est là. On a des super équipes. Mais ouais, c'est vrai que notre job, c'est d'aller toujours chercher plus. Enfin, c'est le quotidien de tous ceux qui sont là. C'est mon quotidien. C'est le quotidien des équipes, que je remercie au passage, parce qu'il y a eu beaucoup de travail en chambre pendant le confinement. Des équipes du groupe, des équipes, bien sûr, d'Optimum. Et c'est ça qui nous fait avancer. Justement, je disais, même si vous ne regardez pas le passé, on ne peut pas faire sans, quand même, passer outre cette pandémie. En 2018, on constate quand même, et même maintenant surtout, une augmentation justement des transactions immobilières, malgré cette crise du Covid-19. Comment vous l'expliquez? Alors, j'aime bien les trilogies, donc je crois qu'il y a 3 bonnes raisons de le lire. Et vous avez maintenant les graphes à l'écran. Structurellement, la société française, pour ceux qui n'ont pas encore 70 ans, elle est passée en 30 ans d'une soixantaine à 66, 60 millions d'habitants, donc 10% de croissance. Ensuite, bien sûr, il y a une réorganisation, entre autres autour d'événements plus ou moins heureux, dont les séparations, qui fait qu'on a plus de foyers. On est passé de 3 personnes par foyer à 2,2. Donc on a une augmentation. Ça fait 27%
2 foyers en plus, donc ça génère des logements. Ensuite, on a du sociétal. Le confinement est venu cristalliser des effets. J'ai une petite résidence dans une métropole et puis j'ai un deuxième logement plus grand. Ça fait 2 logements. Pour nous, ça fait 2 opportunités. Donc on voit que, bien sûr, il y a une mobilité, la mobilité croissante. Le télétravail, je cherche une pièce de plus. Donc on a du structurel, on a du sociétal. Et puis on peut le dire, on a du conjoncturel. Les taux nous ont quand même bien servi. Si vous prenez les 10 dernières années, on a des taux records qui viennent améliorer le pouvoir d'achat des Français, le pouvoir d'achat immobilier, même si les prix ont flambé. Donc voilà, donc on est, et bien sûr je l'oublie, mais l'importance du logement qui a toujours été de très très significatif, mais renforcée parce que ceux qui étaient mal installés pendant le confinement, ils ont quand même souffert. Et ceux qui étaient bien installés dans le logement, ils en ont quand même profité de façon tout à fait différente. Mais c'est qu'on a souligné l'importance finalement du logement, l'importance de l'achat, l'importance d'un projet de vie qu'est sa maison. Voilà. Ouais, et puis, plus particulièrement. Puis toi qui es un peu dans les médias, on a beaucoup parlé, Virginie, ça a été quand même très très souligné. Et nous, c'est notre cœur business, c'est le vôtre. Voilà, donc d'ailleurs je pense que 2021, on sera à plus ou moins 3% de volume, peut-être un moins 3. 2022, on va rester dans ces eaux-là, donc on est sur un marché qui sera très probablement au-dessus d'1 million d'unités de transactions. Oui. Donc encore très très fort. Donc soyons confiants aussi pour l'avenir. Quand même. Alors ça, c'est pour le contexte général, effectivement, géographique, sociétal, structurel. Comment se comporte justement le modèle des mandataires dans ce contexte-là? Alors, aujourd'hui, on a à peu près 40 000 mandataires qui réalisent 140 000 transactions et nous, le groupe, on fait 16% de ce volume. Ouais. Donc on est sur un business model, 15 ans déjà, qui continue à caracoler. Les analystes, vous savez, les grands cabinets de stratégie évaluent à 36% de part de marché. Donc aujourd'hui, on est entre 16, 18, maximum 20 pour 2026. Donc on a un super potentiel devant nous de développement du secteur. Alors vous allez me dire, comment on va croître? Il y a une partie, c'est l'érosion des petits réseaux indépendants. Ils vont perdre à peu près 9% de part de marché. Une autre partie, c'est le particulier à particulier qui baisse chaque année, estimé à moins 4 pour les années qui viennent. Et puis les grands réseaux, les franchises, qui sont quand même des modèles très lourds en investissement en cash et qui sont bien moins flexibles, bien moins agiles que nous. C'est un mot à la mode, mais eux, ils vont aussi perdre 4%. Donc on voit que business model en poupe et business model qui commence à résonner et être écouté et être entendu. Oui, justement, entendu, parce qu'en finalement, c'était quand même un métier, l'immobilier, qui pèse pour la société, et donc j'imagine vis-à-vis de l'État aussi. Alors c'est intéressant parce que l'État, nous, dirigeants, et vous, quand on vous représente, on n'était pas vraiment écoutés. Lundi, on avait rendez-vous chez Emmanuel Vargon, le 11 à nouveau. Donc il y a des grands enjeux en ce moment autour de la DGCRF et de ses actions, autour des honoraires que nous défendons en votre nom. Donc autour du DPE3, vous avez que ça bouge. On est à l'origine des changements pour les biens d'avant 75. Donc on voit que côté lobbying, pour le résumer comme ça, on est de plus en plus entendu. Et puis bien évidemment, l'immobilier, c'est un des piliers des taxes et donc des revenus de l'État, parce qu'on paye beaucoup de taxes autour de l'immobilier. Et c'est une balance excessivement positive. Ce que l'État réinjecte en subvention autour de l'immobilier, c'est peanuts par rapport à ce que l'État nous siphonne. Donc c'est important, les revenus de l'État, et donc on devrait être d'ailleurs plus entendu. Et on voit sur le grand public, ce qu'on appelle les marrons, là, tous ces canards qui sortent souvent d'ailleurs à l'automne, on voit bien qu'il y a une grosse écoute parce que sinon la presse ne reprendrait pas ce sujet. C'est aussi du business pour eux. C'est sûr que c'est repris et je le confirme. Mais ça veut donc dire que l'État finalement est là, vous avez gagné sa confiance et donc du coup celle aussi des Français. J'ai un chiffre fort, 73% des vendeurs, des Français qui sont vendeurs d'un bien, ont fait appel à un professionnel. Oui, effectivement. Donc vous savez, on réalise des études IFOP en collaboration avec Optiom. Et la révélation, c'est qu'aujourd'hui, 71%, 73% des Français ont été accompagnés par un professionnel. Alors, un grand nombre d'entre eux essayent par leurs propres moyens, mais la grande majorité échoue. Et c'est vous, donc, qui les accompagnez jusqu'au bout. C'est complexe, la réglementation l'est de plus en plus. On peut s'en plaindre, ou on peut en prendre les atouts. C'est une vraie opportunité pour nous d'avoir une réglementation sévère, parce que finalement, il faut être accompagné par un tiers de confiance, et tiers de confiance
Et on le voit dans les pays anglo-saxons, tout ce qui tourne autour du projet d'immobilier est confié à un tiers de confiance qu'on appelle ici conseiller en immobilier indépendant. Mais 73%, le chiffre est très fort. Ça veut donc dire que l'image dans la tête des Français du conseiller immobilier est bonne? Alors on voit, on a gagné 1 point cette année, c'est 65% de clients satisfaits, de Français qui reconnaissent ce bel accompagnement. C'est quand même pas mal. Ce qui est très important, c'est que c'est en progression. Et d'ailleurs, je ferai un clin d'œil aux Américains. Ils ont 95% de transactions intermédiaires. Donc il y a très peu de PAP. Et pour moi, à nouveau, bien pour vous, hein, c'est une opportunité de croissance, que ça veut bien dire qu'on va dans cette direction, tout doucement. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans ce métier. Et on voit que peu à peu, en travaillant mieux, en travaillant plus, en étant plus au service de nos concitoyens, la profession gagne ses lettres de noblesse, alors qu'elle venait probablement... On était parfois un peu coincé entre l'assureur et le garagiste, tu vois, le truc. Bon, vous avez une image quand même, ça c'est extrêmement désuet. Hein. Non, mais ça c'est pour les vieux. Et donc ça c'est vraiment... c'est bien avant quand même, non. Rassurons-nous. Mais ça veut donc dire que les agents, enfin les conseillers immobiliers, répondent aux attentes des Français sur des points très précis? Alors ça c'est un enseignement que je vous propose de retenir. Parce que rapidement. Mais rapidement. Sur le plan comportemental, ils attendent quoi? La réactivité. Et toutes les études prouvent qu'un entrepreneur, un patron, est plus réactif qu'un salarié d'une agence. Ils attendent beaucoup de conseils. Ils vérifient votre réputation. Donc il faut être irréprochable sur le plan comportemental. Et l'écoute, vous le savez, découverte, acquéreur, vendeur, c'est que de l'écoute. Donc ça c'est critique et c'est ce qu'attendent. Mais je crois qu'il n'y a rien de surprenant, mais c'est bien de se le rappeler quand on est face à ses clients et qu'on veut se développer et les accompagner. Les services qui sont jugés prioritaires, c'est quoi? Alors, les services clés dans l'étude, le premier, c'était une estimation fiable. Bien sûr, il y a des gros enjeux économiques. Le deuxième, vous l'avez à l'écran, c'est la solvabilité de l'acquéreur. C'est impossible pour un particulier de demander des preuves de revenus à un autre particulier. C'est votre fonction et c'est attendu. D'ailleurs, dans le groupe, pour le premier point, on a Valorize, qui donne un standard d'évaluation de tous les biens que vous prenez. Pour le deuxième, on a... Et qui est rassurant pour les deux, en fait, pour l'acheteur comme pour le vendeur. Bien sûr, ouais. Alors ça, et puis c'est la base. Ensuite, le certificat de solvabilité, c'est le deuxième élément attendu des Français, être sûr qu'ils seront payés. Le troisième, c'est tout ce qui est l'accompagnement, organisation des visites, compte rendu de visite. On a l'espace client pour ça. Voilà, donc on est tout à fait dans cet espace propriétaire, on répond tout à fait à ces demandes. Et c'est un engagement, et on y travaille maintenant depuis plusieurs mois, de nous assurer qu'on est bien focus métier et que ce qu'on sort, ces outils, ils sont au service, à votre service, mais aussi au service des attentes du client final. Alors après, il y a toutes les belles idées qu'on a tous, hein, effectivement, au départ, sur l'achat ou même sur la vente, mais en tout cas, en général, quand on a envie d'acheter un bien. Mais réellement, quels sont les critères pour dire qu'une vente est réussie? Il y a 2 critères qui ressortent. Est-ce que c'est vendu au prix dont je rêvais ou le prix qu'on m'a annoncé? La base. Et deuxièmement, la notion de rapidité. Donc, quand je suis accompagné, j'ai un stress qui est hyper lié au temps. La réactivité dont on parlait, Alors, en fait. on revient exactement à ça. Ouais. Réactif, c'est une notion de temps. Évaluation, c'est une notion d'encaissement. Les Français disent quand même qu'ils s'intéressent à une nouvelle notion, qui est, c'est vrai, hein, nouvelle en général dans le discours commun, dans la presse, dans les médias, dans la société, mais aussi dans l'immobilier. C'est justement l'attrait pour la performance énergétique. Ah oui, c'est réel, ça? Ouais, c'est impressionnant. C'est un sujet sur lequel plus de 80% des sondés se retrouvent. Donc il y a 2 aspects. Il y a l'environnement dans lequel je vis, c'est la ville, c'est l'espace, c'est les parcs et jardins. Vous voyez, c'est cette qualité-là. Ça, c'est critique. Et puis ensuite, il y a mon habitat. Là, c'est le fameux DPE avec le diagnostic que vous connaissez. Donc oui, c'est central quand il y réfléchit. Après, Virginie, je vous avoue que c'est un peu moins central quand il est le moment de choisir un bien, parce que là, c'est plus compliqué. C'est ça, respecter l'environnement, c'est possible, mais finalement, quand on a les moyens de le faire, c'est ce que vous êtes en train de me dire, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que vont primer l'adresse et puis le prix, et puis probablement les capacités énergétiques du bien passeront un peu derrière. Alors, quand vous avez pris la parole, dès le départ, vous avez évoqué une notion très importante quand même, qu'il s'agit des taux. Les taux sont très bas en ce moment. On peut dire un mot dessus? Oui, alors aujourd'hui, vous allez signer, vous le voyez, entre 0,6 et 1,2. Alors 0,6, il faut être plutôt un bon client solvable de la banque, bien évidemment, mais on est dans ces eaux-là. J'ai fait le calcul, si vous prenez 200 000 sur 20 ans, entre 1 et 1,5, ça coûte 45 € par mois de plus, 500 € par an, et pourtant, j'ai pris une augmentation de 50% des taux. Personnellement, je suis confiant sur les taux. Je ne crois pas qu'une augmentation des taux va se faire en 2 jours.
Donc je pense que l'impact de l'augmentation des taux sur 2022 sera très faible. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour les primo-accédants sur les règles d'endettement, les fameux 35% et 25 ans maximum. À l'étranger, on peut avoir des emprunts à 99 ans. Et nous, on est un peu coincés, là. Les Français, on stoppe à 25 ans. C'est dommage. Ça fait partie des sujets qu'on travaille avec l'État. Donc malgré cette crise qui a paralysé des secteurs entiers, on voit qu'aujourd'hui, en fait, les Français continuent à investir grâce à des taux très bas, vous venez de le dire, dans la pierre, à l'instar de leurs parents qui aussi avaient cette idée de pouvoir transmettre aussi un patrimoine immobilier. Une info intéressante, c'est 35% des moins de 30 ans ont un projet d'investissement dans les 12 mois. Quand vous dites un projet, c'est une envie ou c'est un réel projet construit? Alors, combien vont passer à l'acte, ça c'est un autre sujet, mais ouais. Non, c'est qu'ils sont rentrés dans ce processus de se renseigner, de surfer, de regarder des biens, de regarder une adresse et de se dire j'ai envie d'investir, l'immobilier, ça fait partie de mon projet. Ils sont 66% s'ils avaient de l'épargne à vouloir l'investir, c'est quand même très très important, et 5% qui feront une amélioration de l'habitat. Donc on a 71% de nos concitoyens qui sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie et le mettre dans la pierre plutôt que dans autre chose. Bon, si je résume, avec tout ce qu'on vient de se dire, je ne vois qu'un marché ultra positif, moi. Eh ben moi aussi. Donc un modèle gagnant, un oui. marché porteur, et puis qui ne va pas se réduire en 2 jours, de toute façon, ça ne s'est jamais vu. La pierre, cette relation, un projet de vie et non pas simplement une vente d'un bien immobilier de 4 murs. On est au cœur du sujet. L'État qui nous écoute de plus en plus et nos concitoyens qui ont beaucoup plus confiance dans un patron indépendant que dans un salarié. Et je trouve que c'est un bel écho, un bel honneur, un bel hommage pour vous tous. Ouais, c'est un gros changement. Et puis une équipe très forte d'Optimum derrière et qui va proposer des solutions. On va en parler justement tout au long de cette journée. Effectivement, c'est l'objectif. Et moi, je vais vous faire une confidence parce qu'on parle d'Odsé. Et en préparant, vous savez que je suis très attaché aux valeurs de ce groupe, à ce côté relation familiale, proximité. Et je me suis dit, la convivialité, c'est top. Et je pense qu'on peut oser aussi la bienveillance entre nous, entre vous, avec les clients. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose. La valeur verte, ouais, c'est génial. Mais si on est dans cette relation, d'oser la bienveillance, que parfois un mot ringard, mais qui fait un vrai écho quand on parle du projet des Français, du projet de nos conseillers qui sont ici. Alors moi, je trouve ça pas du tout ringard, au contraire, la bienveillance. Et d'ailleurs, quand on a fait l'étude et que le profil empathique est sorti, je pense que ça va de pair. Exactement. Très clairement. Merci Olivier Colcombet. Rendez-vous ce soir pour une belle soirée. Bonne journée. À tout de suite.